Je vais quand même me tourner maintenant vers M. Jacques Bichot. En tant qu'expert, vous avez dû regarder avec intérêt la présentation faite par M. Delarue, notamment sur cette architecture qui découple les droits non contributifs des droits contributifs, sur cette organisation donc effectivement progressive, de convergence progressive. Et ça m'intéressait de voir avec le recul ce que vous en pensiez. Et est-ce que vous y prendriez comme ça ? Oui, d'abord, je voudrais indiquer qu'il y a quelque chose qui est absent du schéma, non seulement de M. Delarue, mais de manière générale, d'à peu près tous les schémas relatifs à la réforme des retraites, c'est le problème de gouvernance. Dans une entreprise, on ne mélange pas le conseil de surveillance et la direction générale. Il y en a un qui définit des objectifs globaux, qui surveille que les choses se passent bien, et il y en a un autre qui bouge les manettes au jour le jour. Dans les systèmes de retraite, on a un seul organisme, l'État, qui doit être à la fois le législateur, c'est-à-dire poser les règles générales applicables à tous, et qui en même temps bouge les curseurs en faisant ce qu'on appelle des réformes paramétriques. Ce n'est pas très sérieux. On a quand même un contre-exemple de cela qui est les régimes complémentaires. Pas tout à fait contre-exemple parce que les partenaires sociaux ont presque été mis en position de législateur, mais après tout, si l'État reprenait son pouvoir de législateur à ce niveau-là, il resterait des partenaires sociaux qui seraient des gestionnaires, et donc on aurait cette distinction entre le législateur qui définit les grandes règles du système et le gestionnaire qui, année après année, fait des petits ajustements de façon à ce que le système atteigne ses objectifs et notamment soit en équilibre. Donc je crois que c'est un point qu'il faudra rajouter à la réflexion concernant les réformes structurelles ou systémiques, comme on voudra. Un point où je suis tout à fait d'accord avec Antoine Delarue, c'est le choix qu'il fait de la cristallisation, c'est-à-dire de la transformation des droits acquis jusqu'au moment où l'on fait la réforme en points, en pratiquant une liquidation fictive qui permet de calculer ensuite le nombre de points qui, compte tenu de la valeur qu'on attribuerait aux points, donnerait la même retraite. Je suis tellement d'accord que je me permettrai de citer une phrase qui est dans le livre que Arnaud Robinet et moi-même sortons demain, qui s'appelle La mort de l'État-providence, vive les assurances sociales, et qui est la suivante. Pour les droits exprimés en annuités et revenus professionnels, il est nécessaire de procéder à une liquidation fictive à l'âge pivot, après quoi le passage de la pension notionnelle ainsi obtenue à un nombre de points s'effectuera comme pour les pensions déjà liquidées. Je crois qu'on est exactement dans la perspective de cristallisation et c'est effectivement, pour différentes raisons techniques, mais aussi pour des raisons, je dirais, de justice, la méthode qui est la moins mauvaise, parce que on ne va pas changer les règles du jeu pour les années qui sont écoulées. Si quelqu'un a 20 ans de carrière, 30 ans de carrière, on va lui calculer ses droits d'après les règles applicables pour les 20 ans ou 30 ans de carrière en question. On ne lui change pas rétroactivement la façon d'effectuer les calculs. Alors, en revanche, il y a quand même quelques problèmes que M. Delarue a peut-être explorés, mais qui n'apparaissaient pas dans son exposé. Par exemple, pour les régimes spéciaux, comment fait-on ? Quelqu'un a 20 ans de carrière, on fait le calcul avec un salaire terminal, mais est-ce que le salaire terminal, c'est celui qu'il a la 20e année de carrière, c'est le moment où on fait la réforme, ou est-ce qu'on donne un petit coup de pouce en se disant, au-delà de 20 ans, il va progresser et par conséquent, il aurait peut-être quelque chose de plus intéressant s'il allait jusqu'au bout dans le système existant. Donc il reste des petits problèmes techniques de ce genre à résoudre, mais me semble-t-il, la méthode de la cristallisation est une bonne méthode. L'organisation, par contre, en 4 piliers contributifs
voire davantage, puisque au fond c'était simplement un schéma simplificateur, les 4 piliers. Cette organisation ne me convainc pas. Elle ne me convainc pas parce qu'elle ne résout pas les problèmes que l'on a évoqués de compensation démographique. On va se retrouver l'organisation professionnelle des régimes de retraite, ça a été dit par des intervenants précédents, c'est quelque chose de périmé. Je crois que c'est un des syndicalistes qui le disait. Nous ne sommes plus comme autrefois avec des carrières linéaires où on allait d'un bout à l'autre de sa vie dans la même administration ou dans la même entreprise. On change et par conséquent, il ne faut pas qu'on reproduise les erreurs qu'on a faites avec le régime des agriculteurs, avec le régime des mineurs, etc. Il faut que nous ayons un régime unique. Et il y a à cela une autre raison qui n'a pas été tellement abordée dans les différentes interventions et que l'on pourrait raccrocher peut-être à la distinction que faisait très justement Didier Blanchet entre des réformes structurelles et des réformes systémiques. Effectivement, passer au point, c'est une réforme structurelle. On change les modalités de calcul, c'est bien quelque chose de structurel, mais est-ce que c'est vraiment systémique ? Eh bien, si on s'intéresse au problème de la contributivité, ce qui n'a pas été fait dans les travaux, semble-t-il, là, on peut déboucher sur des réformes véritablement systémiques. Pourquoi ? Parce que la notion de contributivité qui est appliquée actuellement, c'est-à-dire les cotisations vieillesse produisent des droits à pension, cette notion n'a pas de sens en économie. Le problème des retraites, c'est une partie du problème du report de revenus d'une période à l'autre de l'existence. Ce report peut s'effectuer de différentes façons, par des méthodes financières. Nous avons eu un exposé, n'est-ce pas, sur la façon dont les assureurs pouvaient y contribuer. Et puis, elle peut s'effectuer non seulement à travers le système de retraite, car c'est bien le gros morceau, mais ce n'est pas le seul. On a parlé de la dépendance à juste titre, et c'est une partie du problème du report. Et on a parlé de l'assurance maladie. 45% à peu près des dépenses maladie sont en faveur des retraités et par conséquent, on a dans la prise en charge des dépenses maladie, là aussi, un phénomène de report. Donc globalement, la question est de savoir comment se produit le report dans un système de répartition, sachant qu'au fond, la maladie et la dépendance, c'est aussi de la répartition, comme la retraite. Eh bien, tout simplement, par un phénomène d'investissement. On ne peut pas reporter du revenu en économie autrement qu'en investissant. Alors, on peut investir évidemment dans les entreprises, dans le matériel, dans la technologie. On peut investir dans la ressource humaine. La répartition, elle fonctionne avec un investissement dans la ressource humaine. Donc, la véritable contributivité du point de vue économique, c'est de lier, appelons-les, je vais être un peu provoquant, les dividendes à ce qui a été apporté pour investir à la participation au capital. Et donc, c'est la participation à la formation du capital humain. Vous voyez, je suis encore plus provoquant, je passe de ressources humaines à capital humain. C'est la participation à la formation du capital humain qui est la véritable contribution aux retraites futures. Et quand on parle de contributivité pour les cotisations vieillesse, eh bien, bon, c'est traditionnel, donc tout le monde le comprend, mais ça n'a pas de sens économique. Donc là où il y aurait une véritable réforme systémique, c'est de passer à une vraie contributivité, c'est-à-dire d'attribuer des droits à la retraite aux gens en fonction, par exemple, des contributions en argent qu'ils verseraient pour financer le système de formation initiale ou pour financer les systèmes de prestations familiales, et non pas en fonction des cotisations vieillesse. On a donc une toute autre hypothèse de réforme systémique, et je crois que cette hypothèse-là pourrait faire en tout cas l'objet des travaux de la chaire. Donc je ne veux pas m'étendre davantage puisqu'on doit être très court, mais vous voyez que le chantier est encore extrêmement vaste. Écoutez, je pense qu'effectivement, nos deux auteurs auront largement du pain sur la planche pour les prochaines années avec le programme que vous venez de leur dresser.